On passe au sujet olympique de Marseille, droit au but, droit au panier. Ah ouais. Parce que là, on a un phénomène un peu bizarre en NBA. Là, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, c'est tout pour l'attaque. Genre, quelle équipe vraiment défend Les Orlando Magic. Pas les le, Pacers. le Orlando Magic? Attention, tu vas te faire taper sur les doigts par Loris. J'ai fourché, excusez-moi. Mais ouais, le Orlando Magic défend. Les Pistons défendent, hein, quoi qu'on en dise. Ça joue très mal au basket, mais ça défend. Les Celtics défendent. Donc ouais, non, en fait, c'est pas que. C'est juste qu'en fait, je trouve que forcément, il y a 15, il y a 10, 15, 20 ans, une bonne défense, ça faisait des matchs à moins de 80 points. Donc c'était impressionnant. Aujourd'hui, avec la pace et le fait que le tir à 3 points, ça bombarde, une bonne défense fait des matchs à moins de 100 points. Donc, mais forcément, dans la tête des gens, 95 points, ça reste haut. Parce Hmm. que nous, on a été élevés avec le fait qu'une bonne défense, c'est moins de 80 points. Mais dans la NBA moderne, avec la pace et le spacing d'aujourd'hui, une bonne défense, en réalité, c'est moins de 100 points. Mais ça va être beaucoup moins surprenant de voir une équipe à moins de 100 points, puisqu'on on a été très habitué à ça durant nos débuts basket pour toute la génération des plus de 15 ans. Alors que voir des équipes à plus de 120 points, ben, en soi, plus de 120 points aujourd'hui, c'est l'équivalent d'il y a 15-20 ans, plus de 100 points. Hmm. Donc forcément, on voit plus de 120 points, on fait wow, dinguerie, l'attaque de fou. Donc c'est juste que je pense que on n'a pas, on a su élever nos standards offensifs euh, aujourd'hui, mais pas nos standards défensifs. Nous, on pense toujours qu'il y en a beaucoup trop qui pensent encore qu'une bonne défense, ça va être une défense qui va encaisser moins de 90 points. Mais moins de 90 points dans un match aujourd'hui, c'est que vraiment, t'es élite en défense ou Ouais. seul joueur, tu vois. Donc tu vois, c'est des cas quand même assez rares. Une bonne défense aujourd'hui, c'est moins de 100 points. Et des matchs à moins de 100 points, Ah, où pas une des équipe... masses. Ah, en vrai, en En vrai playoff. t'en as en playoff, mais même cette année, tu vois, il y en a où il y a des équipes qui ont encaissé moins de 100 points. Regarde, hier, il y a 3 équipes qui ont marqué moins de 100 points. Les Sixers, les Grizzlies et les Cavs. Donc les Grizzlies Et sans Ja Morant, les Sixers sans Joel Embiid et les Cavs oui, sans Donovan Mitchell. absolument, mon cher Maxime. Ouais, mais tu vois, genre, ça, moi, c'est vrai que l'attaque est vraiment impressionnante, ça, c'est le cas de le dire. Mais voilà, genre, tu vois, on voit des matchs où ça tâtonne, ça tâtonne autour des 100 points. Bah, moi, je trouve que tu vois, c'est cool, ça, c'est des bonnes défenses là, dans la NBA d'aujourd'hui. Après, oui, clairement, euh, la défense d'aujourd'hui est moins prioritaire face à l'attaque. Mais alors du Euh, coup, donc vous avez pas, quand vous avez fait un peu le tour des équipes qui défendent, vous avez même pas dit la meilleure défense de NBA. Bah si, C'est le Orlando Boston le meilleur Magic, defensive rating? Non, c'est Orlando. en termes de defensive rating selon le site de la NBA, ce n'est pas le Magic. T'es qui? Ouais, c'est les Celtics. Non, deuxième les Celtics. Les Ah Cavs? ouais? Non, pas les Cavs. Les Celtics Les sont Rockets. à 107,5 et Ah, j'ai la pas les première mêmes. défense est à 106,2. Les Knicks? Non, c'est ouf, hein. Les Rockets. C'est les Ah, Rockets? non, les Wolves, c'est les Wolves. C'est les Wolves. C'est les Wolves. Ah oui, bah oui. Alors, Forcément, ils ont le meilleur défenseur extérieur de Ils la ont, ligue. ils ont le J-Poy aussi, le ils ont, futur J-Poy. ils ont le Depoy, Jaden bien McDaniel sûr. qui est sur Depoy? Le Petit, J-Poy, alors, du coup, 106,2 de defensive rating, ça te met meilleure défense. Petit quiz. Mhm. Un tel defensive rating, ça te plaçait à quelle place il y a 10 ans, en 2014? répète le 106, t'as dit? 106,2. Oh, en 2014, tu devais être, allez, tier 2, je pense. Entre, Ouais, entre, ouais, 11, genre entre 11 et 20. 11e, disons. Ouais, entre 11 et 20. Eh ben, alors, en 2014, alors, les Wolves affichaient déjà un defensive rating de 106,2. C'est un délire. Par contre, ils étaient 12e défense. Oh, j'étais pas là. J'ai dit tier 2, tu vois, j'ai dit entre Ils 11 et étaient 20. 12e défense et la 13e est... Enfin non. Oui, non, si, 12e défense. Et la 13 et 14, c'est 106,3, 106,4. Hein, donc c'est sensiblement les mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution du jeu en ce début de saison. C'est que
l'exemple des Pacers cette saison, il est marquant. Les Pacers, ça met 122,7 points par match. Ah, c'est une folie. Et même avec autant de points par match, le net rating, il est que de 2,3. Parce qu'ils en prennent 120 dans la gueule. Donc c'est la pire défense et c'est la meilleure attaque de NBA. Est-ce que, et c'est là toute la question, et n'hésitez pas dans le chat à poser, à donner vos avis aussi sur cette question, c'est que est-ce que cette attaque à outrance, ça peut être une stratégie viable sur le long terme, pas forcément sur cette saison, mais de devenir une philosophie un peu... Parce qu'on a vu avec il y avait ces questions-là sur la révolution à 3 points. Est-ce que tirer majoritairement à 3 points, ça peut être viable pour un champion et tout ça là. Ben, Donc, est-ce que ça, en mode, de toute façon, pour gagner un match, il faut mettre plus de points que l'adversaire. Est-ce que c'est viable? bah oui, en soi, sur la saison régulière, c'est totalement viable. On a vu les Kings l'année dernière être top 4 à l'ouest, dans une ouest deep en plus, être top 4 à l'ouest en se disant on attaque. Et c'est une philosophie, mais comme le dit la légende, enfin la légendaire citation, l'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des titres. Et on l'a vu, on l'a très bien vu sur les derniers playoffs, mais c'est la meilleure défense qui a gagné, c'est les Denver Nuggets, parce qu'ils avaient un schéma défensif injouable. Injouable. Et tu vas d'année en année, à chaque fois, ça va très souvent être la meilleure défense qui gagne. On parle souvent des Warriors comme de 2016 et tout ça, comme étant une armada offensive, ce qui est vrai. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est aussi une armada défensive. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Je te vois dubitatif. Ah non, non, je suis totalement d'accord. Je disais, c'est clair. C'est une des meilleures défenses. En 2016, là, juste comme ça, j'ai cherché. C'est la 5e meilleure défense. Les... Sur les playoffs? Non, sur la saison régulière. Ah, bah même sur la saison, moi après je pars surtout des playoffs, parce que même si, sans parler des Warriors, où eux, Warriors, après c'était une armada offensive, on l'a dit. Spurs 2014, en soi, t'as pas un joueur énormissime. Parce que Tim Duncan est vieillissant, tout le monde est vieillissant. Kawhi, c'est un bébé. T'as Boris Dio qui fait le role-player de luxe. Donc tu vois, t'as Danny Green qui est juste là pour concrètement pour shooter. Mais défensivement, oh, c'était trop fort. C'était trop fort. Tu prends les Pistons 2004. T'as pas un joueur qui est. T'as pas 4 joueurs qui sont capables de faire des 1 contre 1. T'as pas offensivement, ben, c'était pas la folie. Mais défensivement, c'était imprenable. Défensivement, c'était imprenable. Et c'est ça qui te fait gagner des titres. Donc oui, pour vouloir attaquer à gogo, tu iras sûrement en playoff comme ça. Parce que pendant 82 matchs, t'as pas toutes les équipes qui se la donnent en défense. Surtout là pour les Pacers dans cette conférence Est. Surtout, voilà. Oui. Après, il faut aussi rappeler quelque chose, parce que les gens disent oh, la défense, mettez-vous dans la tête d'un coach. Plus tôt tu vas mettre en place un système défensif dans ta saison, plus de temps ça laissera à tes adversaires pour t'étudier et te contrer. Donc imagine tu arrives en août, en septembre, en octobre, on va dire tu arrives en septembre, training camp, tu as le dispositif défensif parfait. On peut rien faire face à ça. Eh ben tu vas le sortir en avril. Tu vas le sortir en mars. Voilà, tu vas commencer à le faire en mars, en avril. Mais pourquoi tu vas le faire en septembre? Pour laisser aux adversaires le temps de s'adapter. Après, j'ai beaucoup de doutes que Rick Carlisle ait un plan défensif à toute épreuve. Ah oui, mais moi avril, tu vois. je pars dans la généralité. Oui. Et tu vois, ça me fait penser, il me semble que c'était en 2014 ou 2015, lorsque les Seahawks de Seattle gagnent le Super Bowl contre les Patriots. T'as le coach des Seahawks qui te fait jouer un rookie qui a quasiment pas joué de la saison sur le Super Bowl. Tout le monde se dit waouh, mais c'est quoi? Il a été meilleur joueur de la finale parce qu'il a dit mais le gars était tellement fort que j'allais pas le mettre dès le début pour pas que les coachs le savent et font des défenses sur lui. Là, je l'ai mis ici parce que je savais qu'il allait être moins focus et qu'il allait pouvoir nous faire gagner le Super Bowl. Et il a gagné le Super Bowl comme ça. Tu vois, c'est des stratégies. C'est des stratégies qui vont jusque-là, tu vois. Donc, Et après, voilà, tu parles du fait de mettre en place des choses offensivement, défensivement et tout ça, est-ce que c'est pas aussi plus difficile dans la NBA actuelle, là, justement, de développer un système offensif viable sur lequel te reposer? Parce qu'après, la défense, c'est peut-être
peut-être un peu plus facile de la mettre en place parce que c'est beaucoup plus d'efforts et de... Au contraire. Ouais, Au contraire. C'est plus facile d'attaquer que de défendre. Parce que attaquer, tu peux attaquer à 2 contre 2, tu peux attaquer à 1 contre 1, attaquer, tu peux faire des petites, tu peux faire des short systems, on va dire, tu vois, qui vont requer juste 2, 3 joueurs, et ça va marcher parce que tu vas avoir des joueurs de talent avec la balle, et que forcément, physiquement, c'est plus facile d'attaquer le panier qui est de face que de défendre de dos, tu vois, donc ça, c'est plus facile. Par contre, la défense, notamment les défenses structurées, il faut que les 5 soient dedans. Il faut que les 5 soient sur le terrain, soient coordonnés et en vie ensemble. Parce qu'il suffit que tu en as un ou voire un et demi qui n'est pas dedans, hop le trou, hop le panier. Parce que je te garantis que dans un système défensif, quand il y en a un qui ne fait pas son taf, ben ça se voit directement et ça punit directement. Mais un truc à mettre en contexte aussi par rapport à ça, c'est la pace de certaines équipes. Bah, typiquement, Bien sûr. on parlait des Pacers. Mais un autre exemple qu'on a vu en début de saison, c'est OKC, qui avait par séquence une pace particulièrement haute. Et ils se sont fait punir par des équipes plus expérimentées. Je pense notamment au match contre Denver qu'on avait commenté dans le digestif, parce qu'on commente des matchs tous les dimanches soirs. Venez les matchs avec nous. Mais sur le match, ils essayent de créer une pace qui pourrait plus ou moins rendre le match plus difficile pour les Nuggets. Sauf que les Nuggets ont un système offensif tellement bien hiérarchisé que en 2 passes, ils trouvent le trou derrière. Et les Nuggets rentrent totalement dans ce truc de vas-y, tu veux jouer à la pace, à la course de celui qui va mettre le plus de points, il n'y a pas de souci. Nous, notre système, il est rodé, et derrière, on te punit, et du coup, tu dois t'adapter, et derrière, ils ont forcément ralenti le jeu. Les Pacers, qui est l'exemple quand même le plus commun aujourd'hui de jeu rapide, et le plus flagrant, se fait punir. Ils ont pris 157 points par les Hawks, parce que tout simplement, justement, ils ont pris 152 points par les Hawks, même s'ils ont gagné, parce qu'ils tentent ce truc de on joue un jeu débridé, on y fond, et derrière on voit ce que ça donne. Mais à mon avis, sur le côté viable, clairement ça l'est pas, ou alors je vois pas comment ça peut l'être. les Pacers ont la meilleure pace de NBA hein, d'ailleurs. Oui, Ils sont Ouais, sur une pace à 104-75, donc non. voilà, c'est logique. Après, je voulais vous emmener aussi sur un sujet. Certes, du coup, Indiana est vraiment l'illustration du jeu tout pour l'attaque et voilà. Mais est-ce que Rick Carlisle, qui faisait plutôt bien défendre ses équipes avant, enfin Rick Carlisle, Mhm. c'est pas non plus un coach en mode, c'est pas Mike D'Antoni, tu vois, il y a un certain oui. équilibre quand même chez lui, historiquement. Est-ce qu'il s'adapte pas aussi au roster qu'il a? Bien sûr, ben je vais refaire la comparaison avec les Kings. Mike Brown, quand il est arrivé l'année dernière, ça a été le premier coach que j'ai en ma connaissance qui n'est pas arrivé en conférence de presse en début d'année et dire cette année on va défendre. Mm. Avant, tous les coachs des Kings, pour se faire bien voir, ils disaient ouais, ben moi j'en ai marre qu'on défende pas, cette année on va défendre. Mais au bout d'un moment, tu peux pas faire défendre des types qui, un, n'ont pas la capacité de le faire, ou deux, n'ont pas envie de le faire. Bah, Mais oui. un joueur de basket, c'est con, mais il préfère attaquer que défendre à 90%. Surtout en NBA. Surtout en NBA. Si t'as pas des joueurs de devoir, t'as pas des joueurs de devoir. Donc au bout d'un moment, Mike Brown, comme Carey Light, ils vont se dire eh ben quoi, vous savez quoi, on court vite, on aime attaquer, eh ben on va le faire. On va Ah, le et faire. puis, Et c'est ça aussi un coach, c'est savoir faire avec l'équipe effective qu'il a et savoir bien jouer et gagner. Et c'est ce que fait et Carey Light. quand t'as un chef d'orchestre en la personne de Tyrese Haliburton qui incarne tellement bien ce côté on court, on peut scorer, je peux te faire une passe aveugle, je peux t'envoyer en Mm. alley-oop en transition, enfin il peut tout faire, c'est le joueur parfait pour jouer en transition avec De'Aaron Fox, tu vois limite. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs plus évidents que ces deux-là? Ben, surtout que moi j'ai envie de faire un parallèle qui est vraiment à l'opposé qui va être représenté par un joueur, c'est Obi Toppin. Obi Toppin a été gentiment remercié des Knicks. Les Knicks, qu'est-ce que c'est comme équipe? C'est une équipe qui va défendre très fort. Concrètement, si t'es aux Knicks, tu sais pas défendre, tu joues pas. À part si tu t'appelles Julius Randle. Bah ça après Si tu sais pas ça défendre. vient aussi de Thibodeau, hein, philosophie Ça du vient de coach. Thibodeau, c'est sa philosophie de coach. Et elle s'entend, puisque les Knicks sont sur une très bonne passage depuis qu'il est là. Mais concrètement, c'est quoi les Knicks, ça va être une très grosse défense avec une pace très basse.
Donc, tout ce que n'est pas Obi Toppin. Obi Toppin, il arrive aux Pacers et il éclate parce que C'est c'est éclate, ouais. exactement le type de jeu qu'il lui faut. Ok, on va peut-être pas défendre. Par contre, hein, t'as intérêt de cavaler, mon coco. Et Obi c'est ce qui se Toppin, passe. il est sur du 12 points de moyenne hein, cette saison. C'est ça. Et il fait la meilleure saison de sa carrière parce qu'il est dans un type de jeu qui lui convient. Là où au Knicks, forcément, le fait qu'il y ait une pace réduite limite les espaces sur le demi-terrain et limite donc le jeu d'Obi Toppin. Donc c'est pour ça Ouais. aussi. Ouais. Et moi, je trouve que ce joueur représente parfaitement ce qui se passe à NBA aujourd'hui. Et par rapport à des équipes où tu vas choisir soit la défense et la courte pace, soit la pace de ouf. Mais dans ce cas-là, tu vas arriver en défense, tu vas pas être aussi frais et lucide pour faire les efforts. Parce que tu les fais déjà en attaque. Bah parce que du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que dans le côté, les Pacers ont-ils aussi les outils pour défendre? On regarde le 5 majeur, Ali Burton, Buddy Hield, Bruce Brown, Obi Toppin, Miles Turner. A priori, plutôt pas Oula. mal. Bah, c'est déjà pas mal. Je suis désolé, à part Bruce Brown et Turner, t'as aucun défenseur, ne serait-ce Non, plus que moyen. non, mais bien sûr. Mais je veux dire, moi, ça me choquerait pas qu'il soit dans le top 20 des défenses NBA, tu vois ce que je veux Oh ouais, mais... Bah, j'ai envie de te dire, le top 20, c'est déjà le bottom 10, hein. Et le truc, ouais, voilà. Et le truc, dire. Oui, oui. c'est que même sur le banc, là, sur le dernier match contre Toronto, t'as du Jalen Smith, Ben Maturin, Mm. Jordan Nwora, TJ McConnell. Il n'y en a pas un qui défend. Voilà. TJ McConnell est un défenseur très intelligent. Il a été déjà un meilleur intercepteur de la ligue, il me semble, en Ouais, plus. un très bon intercepteur. Voilà, là, Il lit bien les lignes de passe. c'est Mais, pour ça que c'est pour ça que j'ai dit défenseur intelligent. C'est voilà, pas un défenseur dur, mais c'est un défenseur intelligent. exactement. Mais du coup, c'est vrai que, bah ouais, faut aussi applaudir un peu cette volonté des Pacers de dire, bah vous savez quoi, les gars? On va Mm. courir. On aime attaquer. Bah, on aime attaquer. Et on va mettre des pilules à tous les matchs. Si on faut Enfin, ils mettent 123 points de moyenne sur une quinzaine de matchs. Mais encore une fois, je vais en reparler, mais je pense que ben, les Kings ont réussi à totalement, comment dire, c'est quoi le mot déjà? Que le fait qu'il n'y ait plus de tabou par rapport, Démocratisé. ouais, on va dire ça, démocratiser le tout pour l'attaque. Parce Mm. que avant, tu étais obligé de dire, ou même de faire genre, on va défendre. Rien que pour l'image que tu vas donner à tes fans, l'image que tu vas... Et ben, je pense que les Kings ont totalement démocratisé le fait de dire, ben non, on sait pas défendre, on va pas Je, défendre. Par contre, on va te branler le cul. je vous, Et c'est ce qui s'est fait, quoi. je vous ai demandé il y a 10 ans pour l'offensive rating. Il se situe où le meilleur offensive rating en 2014 selon vous? C'est quoi aujourd'hui déjà? C'est 120 et quelques, t'as dit? Là, c'est 123. 122,7. Ouais, je pense qu'à l'époque, ça doit être un petit truc genre 108, 109, un truc comme ça. Ouais, j'aurais dit un peu plus, j'aurais dit 113. Eh ben, c'est 112,1. C'était ces bons Clippers. Hey, bien sûr. Ouais, le hit était à 110,9. Donc, c'est dingo quand même. En 10 ans, on a pris 10 points. Mm. Et là, actuellement, avec une pace, avec un offensive rating de 112, cette saison, on serait où? Ça serait la combienième attaque, là, les Clippers? Offensive rating. J'ai dit 111, hein. Non, 112. Mais non, 112. 112. Eh ben. 112,1. T'es 21ème attaque. Ah ouais. Mais il y a un truc qui serait intéressant à regarder par contre, par rapport à... enfin aussi en fait par rapport à ça, c'est l'écart entre le premier et le dernier sur les 10 ans. Parce que je pense que maintenant, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être plus de côté, on assume notre style de jeu, on va pas essayer d'être bon partout, et tu vois, si on doit courir, on va courir, si on doit défendre, on doit défendre, mais on reste dans notre truc et on n'essaye pas de se dénaturer. Alors, tu vois, alors je peux pas accéder à la liste, là je suis sur StatMuse, donc tu sais, les listes après faut Mmh. payer l'abonnement, Ouais, hein. ouais. Mais on peut voir déjà sur le top 10 l'écart entre le top 10 des attaques. Donc les Clippers en 2014, il y avait un offensive rating de 112,1. Le dixième avait un offensive rating de 108,8. Donc Ouais. à peine 3 points, 3,3 points. Là, la dixième attaque, c'est Brooklyn, avec 114,9. Ouais, t'as déjà 8 points, quoi. T'as 8 points. C'est dingo. En 2014, combien de 3 points tentés par le numéro 1?
Attends, je vais pouvoir te trouver ça. Tu veux que je te sorte? Je les ai si tu veux. Ah bah vas-y. Alors en 2013, en 2024, 2023-2024, le nombre de 3 points tentés, c'est Celtics avec 43,7. Ok. Et on va aller en, Énorme. en 2013-2014, le nombre de 3 points, c'est Houston avec 26. Oh la vache. Alors attends, 26, ils ont 26-6. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils seraient... Quoi? Dernier? Mais dernier avec 4 tirs en moins. 4 tirs en Waouh. moins. Sachant aujourd'hui, les derniers, c'est les Pistons. Avec 29 tirs tentés pour 10 mi. Oh là là. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, Mais ouais, mais vive mon le 3 gars, points. en 2013-2014, Houston, c'est 26 mi pour 9 tentés. Genre, en termes de Attends, quoi? pourcentage, on est... Non, non, bah, non, c'est l'inverse. 9 mi pour 26 tentés. ah oui, oui, pardon, 9 mi pour 26 tentés. Ça, en termes de pourcentage, on est sur du 35-8. Et ben, si on va aujourd'hui, en termes de pourcentage, les derniers, c'est Portland avec 32, sachant que Détroit est 20e avec 35. Oh la Mais gars, mais... vache. Oh là là, mais tu vois, tu vois, c'est quand l'année dernière, on avait des les Kings, meilleure attaque de l'histoire. Allez vous faire foutre. Vraiment, allez vous faire foutre. Parce que c'est pas remis dans le contexte. C'est un record qui pue la merde. Tu vois, ton astérix de oh, non, mais ça pue la merde. Parce qu'on n'a pas remis ça dans le contexte. C'est comme si je te dis, ben voilà, Minnesota aujourd'hui, ben, c'est une défense de merde parce qu'ils prennent 100 points par match. Ben, et que avant, en 1957, t'avais les Bullets Wizards qui en prenaient 50 par match, et ben ils étaient meilleurs. Et non, ils sont pas meilleurs, c'est juste que c'est un autre contexte. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec des trucs, des stats de merde comme ça qui veulent rien dire. Oh Ah, ça ça. rend fou. Oh ça escalated quickly là. Oula. Mais non, mais mais c'est nul, mais vraiment, ce genre de truc, c'était nul, c'est nul, c'est nul. Ouais. Ouais, non, mais ouais, le côté pace, le côté nombre de possessions, ça compte tellement là-dedans. Steph est passé par là. Je suis pas d'accord. C'est pas de la faute de Steph Curry. Non, Steph a démocratisé ça, c'est tout. Mais Oui, mais c'est de l'optimisation, même globalement. c'est juste que les 29 autres franchises se sont dit, putain, en fait, on peut gagner comme ça? Ben ouais, c'est ça. Et croyez-moi qu'au début, on gagnait pas comme ça. Au début, ça shootait à gogo, mais ça shootait mal, hein. Mais c'est Juste que ça ça. shootait. Parce que tu as le temps d'adaptation de te dire, ok les gars, on va essayer de faire ça, mais tu peux pas réussir dès le début. Tu vois? Tu peux pas Mm. réussir dès... Tu es obligé de prendre un temps où au début tu vas rater, mais tu vas juste, pour changer la mentalité de tes joueurs, de te dire, ok, ben maintenant quand on est en transition, on tire à 3 points. Avant, il y a 15 ans, tu prenais un tir à 3 points quand tu arrivais en contre-attaque. Et il vous c'est quoi? Je vais vous mettre en tête. Je vais vous mettre en tête une célèbre scène qu'on connaît tous. Dans Coach Carter, quand Timo Cruz est seul en contre-attaque, qui s'arrête à 3 points et qui tire, il la met. Mais Coach Carter le regarde, il allait lui zigouiller sa daronne. Hein. Bah, imagine l'action de Steph Curry contre OKC, là. Il prend pas le timeout et il pull up à 3 points. Ouais, mais c'est Alors, alors exactement que, alors que le score, il y a égalité. C'est-à-dire que tu peux aller chercher un 2 points. Il y a 15-20 ans, c'est une abomination. C'est une mais hérésie de faire ça. mais tu fais ça, le coach il est viré, le joueur il se retrouve en... Ben non, il n'y avait pas de G-League à l'ancienne. Ben, le joueur il se retrouve à l'entraînement, c'est tout. C'est tout. Mais en fait, faut se rendre compte qu'offensivement, avant encore, il y avait un équilibre attaque-défense. Avant, il y avait un certain équilibre attaque-défense. Aujourd'hui, tu n'as plus d'équilibre parce que même en soi, le fait que l'attaque soit aussi développée en termes de spacing, ben, ça rend encore plus compliqué la défense parce que tu as beaucoup plus de zones à couvrir de part et d'autre du terrain. Et vous voyez, Trash Talk avec Bastien Alex avait fait la vidéo et pourquoi pas agrandir le terrain. Et moi, j'avais répondu en disant que si tu fais ça, c'est faire un gros doigt d'honneur aux défenseurs. Parce que tu vas dire déjà ton boulot il est galère, ben, tu seras encore plus galère. Tu Ouais. auras plus de zones à couvrir. Donc non, en fait, faut tout remettre dans un contexte. C'est juste que c'est plus facile d'attaquer que de défendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que en FIBA, l'objectif de la FIBA est de toujours avoir un équilibre entre l'attaque et la défense. C'est pour ça que le terrain est plus petit. C'est pour ça que le pivot, enfin n'importe quel joueur peut être autant de temps qu'il veut dans sa raquette. Alors qu'en NBA, tu as 3 secondes dans la raquette. En NBA,
tu peux pas t'éloigner d'un joueur plus de 3 secondes parce qu'il y a le 3 seconds without guarding. Hmm. Tu as le fait que le terrain est plus grand parce qu'en NBA aussi, on vend un spectacle, on vend un produit. Donc, on a besoin de cette matière-là offensive. Donc, c'est juste qu'en NBA, l'attaque et la défense n'est pas équilibrée. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est du 60-40 pour l'attaque. Et c'est pour ça que les joueurs NBA arrivent en FIBA. Excuse-moi, je termine dessus. C'est pour ça que les joueurs NBA aujourd'hui arrivent en FIBA dans les compétitions et ils galèrent. Parce que l'attaque n'est pas la même et la défense n'est pas. Si tu es un mauvais attaquant en FIBA, ça va encore plus se voir que si tu es un mauvais attaquant si tu es un mauvais défenseur en FIBA, ça va plus se voir que si tu es un mauvais défenseur en NBA. Hmm. Euh, on n'est même pas obligé de retourner 10 ans en arrière en fait pour trouver des dingueries. Saison 2017-2018, les Houston Rockets de Mike D'Antoni. Ah oui. Ils ont un offensive rating de 114,1. Alors que c'était le jeu offensif par excellence Ah à oui. l'époque. Exactement. Les Golden State Warriors, donc les de KD, Clay, Steph, Draymond, Ouais. la Dream Team, tu vois. Hmm. C'était troisième attaque derrière les Raptors, de nulle part. 112,8 d'offensive rating. Tu compares avec maintenant, 112,8, ça donne quoi? Bah, Et pourtant, on parle d'une des équipes all-time, tu vois. 112,8 offensive rating. 112,8, ça te place mid. Voilà. T'es 16e meilleure attaque. Et ça, on parle de ça il y a 5 ans. ouais. Alors que Steph avait déjà gagné le titre. Houston, ça bombardait à 3 points et tout ça. Donc, c'est pas qu'une question de 3 points et de juste il tire plus à 3 points, donc il marque plus. Il y a autre chose. Puis Ou c'est même, la pace, ou c'est la perte d'identité défensive, comme tu le dis. Enfin, ça, c'est un tweet que je vois souvent passer. Alors, aujourd'hui, il y a 49 joueurs en NBA qui marquent au moins 20 points par match. 49. On va aller il y a 10 ans, 2013-2014. Tu n'as que 21 joueurs par match. Enfin, 21 joueurs qui marquent au moins 20 points par match. bah, Et même. on va aller plus loin. On va aller plus loin. On va aller 10 ans encore en arrière. 2003-2004. 2003-2004, déjà le meilleur marqueur en 2003-2004, il marque 28 points par match. C'est Tracy McGrady. Ouais. Et tu n'as que 22 points. 22 joueurs Oh qui la marquent 20 points vache. par match. Tu vois, tu imagines un peu le délire. Bah, ça a doublé, hein. Sachant que ça a doublé. Sachant que déjà, Timac, à l'époque, il prenait 7 tirs à 3 points par match. Ouais. Et Lui, c'est un compare, zinzin, lui. tu parles des joueurs à plus de 20 points, les joueurs à plus de 25 ou 30 points, parce que l'année dernière, je crois qu'on a 4 ou 5 joueurs à plus de 30 points de Eh ben, moyenne. c'est simple. En 2003-2004, tu as 2 joueurs à plus de 25 points par match. C'est Iverson et McGrady. Et on va voir la dernière saison complète, c'est-à-dire 22-23. À plus de 25 points par match, T'en as une dizaine. tu, tu as, Il. tu as 20 joueurs à au moins 25 points par match. T'as Donc, ça veut 10. dire que tu as 10 fois plus de talent offensif sur le papier, je veux dire. Sur le papier. Tu as 10 fois plus de talent offensif aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Non, il y a 10 ans, du coup. Non, parce que moi, je t'avais dit 2003-2004 Ah avec oui. Iverson et McGrady. Oh la vache. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, à voir pour les Pacers comment ça va se traduire. Pour l'instant, ça va. 8 victoires, 6 défaites. Ça se maintient. Pour une équipe comme Indiana qui... Où est-ce que vous les voyez s'arrêter là avec cette philosophie? Est-ce qu'on voit de d'eux pour l'instant? Ouais, bah, selon comment Honnêtement, avance la saison, peut-être un top 8. Peut-être. Ouais. Peut-être. oui. Ça va en Oui, je playoff? pense. Oui. Ça va en playoff et ça se fait gifler au premier tour? Ou alors, justement, ce côté offense à gogo, ça peut faire chier des équipes comme, je sais pas, tu vois, les Bucks qui peuvent imposer une défense ou les Celtics. Tu vois, est-ce que finalement, ce côté déséquilibré, ça peut pas faire chier quelques équipes? Alors c'est vrai que les Euh, Bucks, typiquement, depuis quelques saisons, c'est les spécialistes et c'est une des pires équipes de la ligue en termes de 3 points adverses. C'est l'équipe qui se prend le plus de 3 points et qui a les pires pourcentages des adversaires sur les 3 points. Mais après, a priori, je vois pas vraiment ce qui pourrait les inquiéter sur une série. Ils pourraient prendre quelques matchs, mais
ça me paraît difficile de voir les Pacers passer un tour de playoff cette saison. Ouais, ça les voit en play-in. Salut Frosties37, magnifique. Finale du In-Season Ouais. Tournament, c'est vrai que les Pacers, là, avec ce côté offense... Non? Crois-moi que pour 500K, ça va défendre. Hein. Pour un demi-million, ça va Même le coach, il touche un demi-million. Le coach, donc tu crois que le coach, il va pas dire à ses joueurs de défendre pour un demi-million? Ouais, Ouais, ça va mais si défendre. ça marche, jusque-là, Ouais, s'ils sont en finale et que ça marche, pourquoi ils devraient renier une recette qui marche? Tu vois? Et t'imagines, voilà, si t'imagines un Pacers Kings en finale du N-Season? Oh, Oui. la promo pour le In-Season Tournament, elle serait folle. Elle serait Bah, folle. ça fait 170, 170. Ah ouais, déjà que les Hawks, enfin Hawks Pacers, c'était n'importe quoi. Les Pacers, ils vont rencontrer qui là? Qu'on rigole au niveau des attaques. Parce qu'on va pouvoir faire des paris aussi là-dessus. Est-ce qu'ils mettent plus de Moi, 125 points ce soir? moi, j'avoue totalement qu'à chaque match des Pacers, je joue l'over point de l'équipe adverse et qu'à chaque fois je gagne. Oui. Bah là, typiquement, tu vois, le 1er décembre, ça va jouer à Miami. On est d'accord, Miami, c'est pas une attaque de folie, hein. Non, non. Bah, ils ont pris 132 points hier des Raptors, qui pour le coup ont une pace plutôt basse. Ouais, et ils se sont fait rouler dessus par Pascal Siakam qui a mis 36 points, hein. Exactement. Alors qu'il a 20 points de moyenne et qu'il traîne sa peine sur le terrain, quoi, Pascal. Donc, oui, il faut juste qu'il vire les concepteurs des parquets du In-Season Tournament, on est d'accord. Mais vous avez pas vu, Non, Atlanta, on ça a pris va, ça va. 340. Atlanta, si on parle d'Atlanta, on va pas parler forcément de l'attaque, parce que là, c'était vraiment le déséquilibre, en fait, des Pacers, attaque et défense, quoi. Ouais, c'est ça. Les Hawks, si on a des choses à dire, c'est pas forcément que sur la défense. Les Hawks qui sont peut-être, moi, ma petite déception de la conférence Est en ce début de saison. Clairement. Je comprends. Mais voilà, pour ces petits... quelque chose à rajouter, messieurs? C'est vrai qu'on a les différences là, entre les époques. Ça a mis Ouais. un coup hein, quand même, hein. La meilleure attaque de 2016... Non, de 2018, c'est la troisième meilleure attaque qui serait 16e là. Oh. Alors qu'on... Enfin, vous imaginez les Warriors 2018 avec la pace de maintenant là? Ça serait une dinguerie. Ça serait vraiment magnifique. une dinguerie. Ouais. Oh la vache. Eh bien merci. Voilà, sur se conclut ce troisième sujet. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, mais n'hésitez pas, il y aura les replays sur YouTube. Voilà, les 3 sujets séparément, on va les sortir petit à petit. Et voilà, comment ça s'est passé, messieurs, là, ces 3 petits sujets? Super, c'est Magnifique. très agréable. C'était un beau, une belle émission de Thanksgiving. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez mangé la dinde après? Et ben moi, oui. Moi, je vais Avant. manger. J'aimerais te manger, Maxime, mais tu n'es pas là, malheureusement. C'est terriblement. Enzo, on a dit pas en stream. Putain. Par contre, en string, ça, oui. Oh putain. Heureusement que ça sera pas sur le replay YouTube et que c'est que la team Twitch qui regarde ça, hein, parce que putain, bordel. Qu'est-ce qu'il a raconté, putain. En string, oui. Ah, il est ingérable. Et enfermez-le. Enfermez-le, s'il vous plaît, hein. Du coup, pas de matinale demain. Parce que pas de match, donc du coup, on va pas se lever pour rien. Plus compliqué. T'as bien raison. Exactement. Donc, on se retrouvera pour les matinales lundi. Lundi matin à 7h30, comme d'habitude. Pick-up talk ou pas samedi soir? Samedi. Ben non, ce match. Ah, tu veux faire les deux en même temps? C'est vrai qu'on peut faire pick-up talk et le match. Normalement, oui. Non, moi, je suis là samedi soir. Sauf si j'ai un date de dernière minute qui se rajoute avec une jante féminine agréable. Mais non, sinon, je serai là. Bah voilà, ouais, parce on peut typiquement faire un pick-up talk d'une heure, 1h30, et puis après, à 23h, on lance le match, hein. C'est quoi le match? C'est OKC Sixers. Tu m'as inspiré. Tu m'as inspiré. Et je pense que je vais faire un pick-up talk sur comment expliquer l'équilibre défensif-offensif en NBA. Écoute, Magnifique. vous apprenez. Mais tu vois, c'est le genre de truc, faudrait qu'on les mette sur YouTube aussi en replay, au cas où, ces discussions-là. Tu sais quoi, puisque tu le veux, je ne mettrai pas de musique. Je mettrai des musiques libres de droit sur cette émission. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, à chaque fois, tu poses problème.
Donc, heureusement qu'il n'y a pas de replay, sinon on se serait fait striker pas mal de fois. On mange bien niveau affiche prime time européen ce week-end. Ah ouais? Ouais, bah oui, dimanche soir, nous, on va commenter a priori. Oh putain, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a Boston-Orlando demain soir hein, à 20h30. Hmm. Phoenix-Memphis, bon ça on s'en fout, à 23h. Samedi soir 23h Philly OKC, c'est ok. Et après à 21h30 Portland-Milwaukee. Ouais. Bah, on se bouffe que des purges en ce moment. Et il y aura Il y aura? Il y aura, deux, ouais, trois c'est bon. trucs intéressants. Le maton a coupé la fibre. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as le retour de Lillard contre Portland, donc c'est à Milwaukee, donc on peut même pas dire c'est le retour à Portland. Ouais, on s'en fout de ouf. C'est con parce que ouais, il y a Atlanta-Boston à minuit quoi. Hmm. Par contre, ouais, oh, ce dimanche, la nuit de dimanche à lundi, comment elle est tiède. Oh ok, t'as Atlanta-Boston, après t'as Phoenix-New York, Yeah. Charlotte-Orlando, Minnesota-Memphis, Toronto-Cleveland, Chicago-Brooklyn et San Antonio-Denver. Ah ouais, bah là ça ronfle, hein. Ouais, ça baille C'est fort. mid. C'est mid. Ça baille de ouf. Mais voilà, donc, et puis dimanche, voilà, comme tu as dit, le digestif. Lundi soir, le prime time, le récap de la semaine. Et maintenant, vous êtes habitué un peu à tout le programme. Voilà, les directs sur TBA, les replays des matinales et lundi soir sur Forever. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon jeudi soir, qui fait bien. Effectivement. Et on se retrouvera du coup samedi avec Enzo, samedi soir pour le match, et ainsi de suite sur TBA. Bisous les gars. Ciao tout le monde. Le mot de la fin? Allez, Bah, 3, 2, 1. Fuck Trae Young. Let's go, c'était dans le chat aussi, vous avez les Let's- refs. Jure. Ben bien Jure sûr, comme ça. maintenant les gens sont Ah, les habitués. gars, vous êtes vraiment des beaux gosses dans le chat. Ben hein. oui, évidemment. Bonne C'est soirée, vraiment- bisous c'est bisous. vraiment des fidèles, ça. Et à Allez, la bisous. prochaine sur TBA. Ciao ciao.